Quand la femme qu'il aime disparaît, Jean se retrouve seul et dépourvu dans les rues de Nice. Des années durant, il erre dans une ville et une vie parallèles, peuplée des fantômes du passé qu'il croise sans jamais rencontrer. Ni la place Masséna, ni la promenade des Anglais n'ont pour lui la force et la beauté qui ont inspiré les artistes du monde entier. Non, vraiment, Jean, héros de Dimanche d'août de Patrick Modiano, ne pourrait pas, comme Matisse, s'enivrer chaque jour de la lumière matinale de la baie des Anges. Car les lieux ne sont que ceux que nous y projetons, en écho aux souvenirs, aux drames et aux joies de nos vies. Pour Jean, Nice rime avec absence. Manon, elle, a voulu y faire sa vie. Et pour elle aussi, la Bella a un sens tout particulier. Et de Nice, jamais elle n'oubliera ce palmier sous lequel, un soir, elle s'est servi un verre. Vous écoutez Transfert épisode 162, un témoignage recueilli par Laura Taouchanoff. Alors j'ai grandi en Bourgogne et j'ai fait mes études à Dijon. Donc j'ai passé un master de psychologie à l'université. Et à la fin de mon master, je me suis offert un voyage à l'île de la Réunion. Depuis ce temps-là, en fait, ça m'a donné envie de vivre justement sur une île au soleil au bord de la mer. Au retour de ce voyage, j'ai mis du temps à réaliser ce projet, à le rendre concret. Et il m'a fallu quelques temps avant de me décider à quitter la Bourgogne, à quitter Dijon. Et j'ai choisi dans un premier temps de partir en direction de Nice. En fait, c'était plus simple pour moi. J'avais pas le courage de partir seule à l'autre bout du monde. Et Nice, même si je connaissais personne, c'était une manière quand même de m'émanciper un petit peu de ma vie familiale et de découvrir un petit peu autre chose que la Bourgogne. Je déménage à Nice en 2014 où je fais différents petits boulots dans le commerce, la vente, etc. Et ça me plaît vraiment de vivre au soleil, au bord de la mer. Je trouve que la vie, elle est relativement légère, bordée d'insouciance, etc. Et je rencontre différentes personnes pendant ce temps-là, en fin de compte, notamment une amie, Justine, que je rencontre dans une boutique dans laquelle je travaille. Et je fais également à Nice beaucoup de running. Je cours sur la promenade des Anglais, je fais de la salsa, pas mal de danse, etc. pour rencontrer du monde. Je fais des petits boulots à Nice, en fin de compte, pour pouvoir justement développer mon projet de libéral en tant que psychologue. J'ai choisi de faire psychologue simplement parce que j'aime écouter les gens, j'ai une notion d'empathie relativement grande et j'aime vraiment écouter et essayer de comprendre un petit peu la problématique des gens. Donc c'est ce qui m'a poussée à choisir ce métier. Et comme sur Nice, finalement, il y a très peu de postes en tant que psychologue, voilà, je démarre avec des petits boulots. À Nice, la vie est relativement solaire et je profite beaucoup de sorties avec mes nouveaux amis. Je déborde d'énergie, j'ai plein d'ambitions pour mes projets pro et je vis vraiment un peu façon carpe diem en me disant que tout est beau dans cette région, les gens sont hyper chaleureux, c'est une vie tranquille. C'est à ce moment-là la vie que j'espérais dans le sud de la France. Un après-midi, on se retrouve à plusieurs plages de Villeneuve-Loubet, là où on a l'habitude d'aller. Notamment donc Justine et Julien, qui est un ami de la danse, de la salsa. Et eux deux ne se connaissent pas vraiment, ils font connaissance cet après-midi-là, en fait. Donc comme c'est le 14 juillet, on sait que le soir, il y a le feu d'artifice. Et moi, j'ai toujours aimé les feux d'artifice depuis enfant. C'est vraiment quelque chose que j'adore. L'ambiance, des pétards, des lumières dans le ciel, vraiment, j'apprécie ça depuis toujours. Et donc, on n'avait rien prévu à ce moment-là. Et on décide malgré tout de prévoir un petit apéro chez Justine avec Julien. Histoire voilà, de boire un verre et d'aller regarder le feu d'artifice à Nice ce soir-là. Mais avant ça, moi, à ce moment-là, je suis avec un copain que j'ai envie de quitter. Et je me dis, bon, avant d'aller faire la fête, il faut absolument que je lui parle, etc. Donc, je leur dis, OK, je vous retrouve chez toi, Justine, mais avant ça, voilà, je vais rompre avec cette fameuse personne. Chacun va qu'à ses occupations avant l'heure de l'apéro. Le soir, donc, je prends le scooter et je vais chez Justine, qui habite, en fin de compte, pas très loin de la promenade des Anglais. Donc je me gare chez elle, on commence à faire un débrief sur ma rupture, en attendant Julien, on boit un verre, etc. Enfin vraiment, on est dans une ambiance festive, tous les trois, tranquille chez Justine. Et puis arrive l'heure de se préparer pour sortir, donc on rejoint la prom, qui est devenue piétonne pour l'occasion. Il y a vraiment beaucoup de monde ce soir-là, avec des jeunes qui tirent des pétards, des fumigènes, enfin voilà, toutes sortes de choses en lien avec le 14 juillet.
et on se promène tranquillement. Je passe un très bon moment avec mes amis. Voilà, les gens sont assis sur les chaises bleues de la ville de Nice qui sont emblématiques ou les petites barrières au bord de la plage. Et voilà, le feu passe tranquillement. Et ensuite, une fois que le feu se termine, on suit un peu le mouvement de foule, en fin de compte, qui va rejoindre les différentes petites scènes qui sont installées sur la prom pour jouer des concerts. On avance, une première scène, une deuxième scène, et là, on décide donc de s'arrêter pour regarder un concert qui va commencer. On sort du sac une bouteille de vin qu'on avait emmenée pour l'occasion, histoire de boire un verre à l'extérieur. On est en plein milieu de la prom et Julien nous dit « Bon, bah, juste venez les filles, on se décale d'un petit mètre au bord du trottoir pour pas être bousculé par les gens et pour déranger personne. » Julien prend le tire-bouchon, débouche la bouteille, nous sert un verre, on allume une cigarette. Et c'est pile à ce moment-là où, en fin de compte, j'entends sur ma droite plein de cris, plein de bruits, des hurlements. On peine vraiment à comprendre ce qui se passe. Et je me tourne à droite et là, d'un seul coup, je vois un véhicule blanc qui passe à vive allure. Je sens vraiment sa force, en fin de compte, qui nous projette sur le côté. Tout va très vite dans ma tête. En fait, je me dis, est-ce que ça fait partie des festivités ? Est-ce que c'est un char ? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça en lien avec le 14 juillet, un spectacle ou autre ? Ça va très vite, donc on ne réalise pas du tout que ça peut être un camion qui renverse toutes ces personnes. Et pourtant c'est le cas. Et je suis là, sidérée. Je me sens comme sortie de mon corps. Tout s'arrête, c'est un silence presque assourdissant. Et je mets les mains sur la bouche tellement c'est effroyable, c'est irréel. Et je vois Julien qui, lui, s'est jeté à genoux sur un enfant qui était allongé à terre. Et il y a Justine, sur ma droite, qui me tire le bras, me disant « Viens, il faut qu'on court, il faut qu'on aille se mettre à l'abri ». Mais je suis vraiment sidérée, en fin de compte, je n'arrive pas à bouger, je ne réalise pas du tout ce qu'il se passe. Et j'entends des coups de feu. Et c'est ça qui me sort, en fait, de la sidération. Et je cours avec Justine, en fin de compte, en laissant Julien là où il est. Et on est vraiment pris dans une foule qui court, qui hurle, qui est apeurée. C'est vraiment en mode troupeau, tout le monde court dans la même direction. Et sur la prom, donc il y a un immeuble dont la porte est ouverte et où tout le monde se réfugie à l'intérieur. En courant, dans la précipitation, Justine voulait suivre tout le monde et j'ai eu peur et je lui dis non, on ne sait pas ce qui se passe. Si ça se trouve, il y a des gens qui vont tirer dans la foule, donc le mieux c'est de prendre les escaliers sur le côté. Viens, on monte, on va frapper à des portes. Et c'est ce qu'on fait et on est, je crois, il y a 3-4 autres personnes qui doivent nous suivre, qui ont eu la même idée que nous. Donc on monte dans l'immeuble, on tambourine à plusieurs portes, mais il n'y a personne. En fin de compte, tout le monde est sorti ce soir-là, donc personne n'est... et chez eux, parce qu'il est 22h30 et que c'était le feu d'artifice, donc les gens étaient vraiment n'étaient pas chez eux, ils profitaient de la soirée à l'extérieur. Et c'est arrivé au 4e étage, je crois. On frappe et là, un monsieur nous ouvre. Il avait l'air endormi, donc je pense qu'il n'a pas du tout compris notre état de stress. On essaie de lui raconter, on bafouille, je ne sais même plus ce qu'on lui dit, mais il peine à nous comprendre parce qu'en plus, il n'est pas français. Il a l'air d'être italien, donc il nous fait répéter, mais très vite, il voit qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Donc il nous ouvre la porte, il nous fait rentrer, on voit sa femme qui est russe et qui tient un bébé dans les bras. Et ils n'ont pas l'air d'être au courant de ce qui se passe, donc on essaye de leur dire il y a eu un camion, il y a eu un attentat, une attaque, quelque chose, plein de morts, etc. Il n'avait pas compris ce qui se passait, parce qu'effectivement, l'appartement était traversant. Et voilà, donc lui, il dormait de l'autre côté de la rue, donc il n'avait pas du tout assisté aux festivités. Et donc on se dirige vers la fenêtre de son balcon. Et là, alors je vois des gens morts par terre, un scooter complètement ravagé sur le trottoir. Et je vois sans voir, en fin de compte, mon cerveau squeeze complètement les images de cette scène-là. Et alors que Justine me montre, là, on voit ci, on voit ça, mais je suis là sans être là, quoi. Vraiment, c'est hors du temps. C'est trop irréel pour pouvoir en prendre conscience. Et très vite, l'homme de l'appartement ferme le volet comme pour se mettre à l'abri, se protéger et surtout pas voir cette scène absolument horrible et glauque. Donc, il ferme le volet de l'appartement. Il accueille un autre couple qui venait également de frapper à la porte. Et de là, il barricade la porte avec tout ce qu'il trouve. En fin de compte, il met un pied de parasol dans la poignée. Et en fait, je pense qu'il fait ça pour se protéger d'éventuels terroristes qui pourraient monter dans l'immeuble et nous tirer dessus, puisqu'à ce moment-là, on ne sait
pas du tout de quoi il s'agit, on ne sait pas combien ils sont, comment ça se passe. Donc vraiment, on se barricade et il y a comme un sentiment de séquestration qui m'envahit, même si je suis censée être protégée. Je vois qu'il n'y a aucune issue de secours. Entre le volet fermé et la porte barricadée, vraiment, je me sens étouffée et barricadée. Vraiment, c'est le terme. Dans l'appartement où on est, il règne vraiment un silence assez lourd et pesant. L'homme de l'appartement allume la télévision, il met très vite BFM. Et du coup, quand on voit ce qui se passe, on est vraiment apeuré, on ne comprend pas, on sait qu'on ne doit pas du tout bouger. On essaie d'appeler nos familles, mais moi, ce jour-là, en fin de compte, j'avais plus de batterie, le réseau passait très très mal, c'était vraiment difficile de joindre mes proches et mon entourage. Donc j'essaie d'appeler ma mère, pas de réponse, mon père, pas de réponse, ma grand-mère, pas de réponse non plus. Donc vraiment, je me sens vraiment seule. Et je reçois malgré tout un texto d'une tante qui est a priori avec ma grand-mère et ils ont vu à la télé les informations, ils ont vu un petit peu ce qui se passait. Donc j'ai à peine le temps de leur envoyer un petit message pour leur dire que je suis a priori à l'abri, mais que bon voilà, on n'est pas trop sûr de ce qui se passe, que mon téléphone coupe. Enfin, c'est vraiment compliqué ce jour-là de joindre tout le monde. Mais j'essaye quand même d'envoyer des messages à mes parents en leur disant que je suis à l'abri et que quoi qu'il arrive, je les aime. Donc c'est vraiment pour moi comme un message d'adieu parce que je ne sais pas si je vais mourir ou pas ce soir-là. L'ambiance dans l'appartement, elle est particulière parce qu'on se sent en sécurité et bien accueilli. Le monsieur nous propose un verre d'eau, mais pour autant, c'est un silence pesant. Et avec Justine, en fait, on parle en se chuchotant. Finalement, le seul son dans l'appartement, c'est la chaîne télé qui relate les faits. Dans la foulée, j'appelle un de mes anciens bons amis avec qui j'ai une relation un petit peu ambiguë, qui habite pas très loin de la prom. Il me dit qu'il a vu effectivement ce qui se passait, mais que tant qu'on ne peut pas sortir parce que le périmètre n'est pas sécurisé, on doit vraiment attendre dans l'appartement. Donc les heures passent, on arrive à avoir des nouvelles de Julien. Je suis rassurée de le savoir en vie. Il a couru finalement peu de temps après nous lorsqu'il a aussi entendu les coups de feu et s'est réfugié dans un autre appartement. Donc vraiment, le temps passe et je crois que c'est vers 3 heures du matin, quelque chose comme ça, où je reçois un message de mon ami qui me dit qu'il a pu sortir de chez lui, prendre la voiture et nous attendre dans une petite rue pas très loin de notre immeuble. Et donc de là, on se questionne à sortir. Il y a le couple qui était avec nous dans l'appartement qui est parti quelques minutes avant. Ça nous a donner le courage d'oser sortir. Donc, on prend cette décision de partir. On remercie le monsieur, mais je crois de façon répétitive, tellement il a notre reconnaissance de nous avoir accueillis à ce moment-là. Et on part. Et cette décision de partir, elle est difficile parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend dehors. On est dans l'escalier, dans la cage d'escalier, il fait noir. On n'ose pas allumer la lumière parce qu'on a peur qu'il y ait un terroriste qui se cache. Les réseaux sociaux, en fait, ont tellement d'informations différentes avec des soi-disant prises d'otages dans le Vieux-Nice. Ils sont plusieurs, enfin, qu'on ne sait pas trop, finalement, ce qu'il en est. Donc, on descend l'escalier dans le noir, vraiment lentement, on ne fait pas de bruit. Et arrivé dans le hall d'immeuble, on ouvre la porte. Et ce moment-là, il est assez symbolique parce que je donne la main de Justine et Justine tient la poignée de la porte. Et en fait, elle a peur de lâcher cette porte parce que si la porte se referme, on n'aura plus du tout moyen de l'ouvrir. Et donc, on n'aura plus du tout de lieu sécure s'il y a un danger qui se reproduit. On avance vraiment à petits pas et on finit par lâcher la poignée. Et en arrivant donc sur la prom, on voit des corps par terre et des gens habillés tout en blanc qui sont finalement la police criminelle. Ils nous regardent et en fait on se dit ils vont venir nous voir, ils vont nous dire quoi faire et ils doivent s'interroger sur qu'est-ce que font deux nanas comme ça sorties d'un immeuble le soir de l'attaque. Et en fait, personne nous regarde, on fait notre vie finalement et c'est déroutant que personne nous demande ce qu'on fait là, ce qu'on a vu, pas vu, d'où on sort. On ne fait pas un cas de nous et c'est déroutant parce que je crois qu'à ce moment-là, on aurait voulu parler, je crois, ou savoir où aller, quoi faire. Et le fait de se retrouver livré à nous-mêmes, c'est flippant, en fait, dans la rue noire, avec on sait qu'il y a des cadavres qui sont pas très loin. Il y a un côté vraiment glauque et stressant. Vraiment, c'est un sentiment d'angoisse qui nous envahit vraiment à ce moment-là. Et c'est en retrouvant mon ami où on se sent déjà un peu plus en sécurité.
Quand on le voit, on se dit ouf, on est sorti d'affaires, on n'est plus dans le quartier qui craint, même si on a encore peur, on n'est pas toute seule, on se sent soutenue. On retrouve Julien qui, lui, va bien aussi, il a été hébergé par d'autres gens. Quand on se retrouve avec Julien, en fait, on pleure tous les trois. On rit et on pleure tous les trois. On rit parce qu'on est heureux de se savoir en vie. Mais on pleure parce que ça a été super émouvant. Et voilà, on se fait un câlin mémorable et je crois qu'à ce moment-là, on se rend compte que ça nous a soudés, vraiment, qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre nous trois. Donc vraiment, ce sont des belles retrouvailles, hein, en fin de compte, malgré l'événement tragique. Après ça, on ramène Julien à sa voiture et il y a un geste qui est symbolique, mais il sort de sa poche le fameux tire-bouchon qui nous a permis d'ouvrir cette bouteille de vin et il me le tend en me disant bah voilà, en fait, grâce à ce tire-bouchon, on a eu la vie sauve parce que sans lui, on ne se serait pas décalé pour déboucher la bouteille. On n'aurait pas été espacé d'1 mètre à cette minute précise. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous a marqué. Donc on laisse Julien à sa voiture, on ramène Justine chez son copain. Et moi, ce soir-là, j'ai pas du tout le courage de récupérer mon scooter. Je me sens pas de rentrer chez moi jusqu'à Saint-Laurent-du-Var. Je me dis que je vais dormir chez mon ami. J'ai pas envie d'être toute seule dans mon studio. Il est déjà tard et rouler de nuit, vraiment, je m'en sens pas capable. Donc je décide de dormir chez mon ami, mais finalement je dors pas. Je rebranche mon téléphone, là j'ai plein de messages, de notifications sur les réseaux sociaux, enfin vraiment tout va très vite et c'est à ce moment-là où je réalise ce qui s'est passé, où finalement la pression retombe un petit peu, la réalité revient, on remet les pieds dedans et c'est vraiment particulier, je dors vraiment de façon très saccadée. C'est le lendemain matin seulement, vers 7 ou 8 heures, où j'ai des nouvelles de mon père, qui en fait était sur la route des vacances, direction le Portugal, et donc il n'avait pas du tout vu ce qui se passait à Nice. J'ai des nouvelles de ma mère également, qui travaillait ce soir-là, qui n'avait pas son téléphone avec elle. Enfin, vraiment, à ce moment-là, je me dis que j'aurais aimé avoir de leurs nouvelles avant, mais que bon, l'essentiel, c'est d'être en vie. Je crois vraiment que je réalise cette chance-là. Et aussi la chance, non seulement d'être en vie, mais que mes amis n'aient aussi aucune blessure, aucune égratignure. Enfin, vraiment, je crois que je réalise que c'est presque miraculeux et que tout le monde n'a pas eu cette chance-là. Le lendemain, finalement, de l'attentat, on se contacte avec Justine et Julien, complètement encore sonnés de ce qui venait de se passer. Et on se dit qu'on va aller à la cellule d'urgence psychologique pour parler. Et là, je me dis, en tant que psychologue, effectivement, ça peut que nous faire du bien. Donc, on décide d'y aller tous les trois ensemble. C'est vraiment déroutant de voir le nombre de personnes qui est sur place. D'un côté, on se sent moins seul dans notre douleur, et d'un côté, on voit qu'il y a des gens pour qui c'est pire, parce que ils ont perdu des proches, ils savent pas où ils sont. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'absolument tragique et difficile à vivre, non seulement par notre propre expérience, notre propre vécu, mais en voyant finalement le vécu des autres. Et là, donc, il y a 2 infirmiers psy qui nous accueillent et qui ont vraiment les mots justes. Ils mettent des mots sur quelque chose qui est complètement indicible. Ils nous permettent surtout, en fait, de nous exprimer à tour de rôle. Et du coup, tous les trois, ça nous permet d'avoir un discours commun, de nous comprendre, de nous entendre. Moi, vraiment, de sortir un peu ma culpabilité d'avoir laissé Julien tout seul sur le trottoir. Enfin, vraiment. Et finalement, on se rend compte que personne s'en veut, que tout ce qui compte, c'est d'être là, d'être en vie et d'être tous les trois. Les infirmiers psy nous conseillent en fin de compte de faire du positif de cette expérience-là, en fait, d'en créer une force. Et c'est ce qu'on fait les jours d'après. Très vite, on se donne un surnom. C'est quelque chose d'assez enfantin, mais je crois que c'est ce qui nous ramène un petit peu à la vie. On se donne un surnom donc, qui était les M2J, en lien avec nos initiales. Et c'est vraiment ce qui symbolise notre relation d'amitié. C'est vraiment quand on est à la cellule psychologique où je réalise qu'un camion, finalement, c'est pas fait pour tuer. Je réalise finalement que l'attentat, il est différent en ça. C'est que d'habitude, on perçoit les attentats ou les attaques avec des armes qui sont faites pour le coup pour tuer. Et c'est pas que ce soit pire ou moins grave, mais je pense que dans l'esprit collectif, un camion, lorsqu'il tue des gens, c'est accidentel. Or là, il y a vraiment une personne derrière le volant qui décide volontairement et consciemment de s'en prendre à des centaines de personnes complètement innocentes. Et dans la foulée, on voit sur les réseaux sociaux
la tête du coupable, en fin de compte. Il y a différents articles de journaux à son sujet. Et de voir sa photo dans le journal, c'est assez particulier parce qu'on met un visage sur un nom. Et il s'avère en lisant les quelques lignes le concernant, j'apprends que cet homme-là faisait de la salsa. Et forcément, moi qui danse, je me dis, je l'ai peut-être côtoyé, j'ai peut-être dansé avec lui. Son visage ne me dit rien en soi, mais pour autant, c'est pas impossible de l'avoir croisé dans certaines soirées. Et à ce moment-là, monte un sentiment de colère, de me dire que si ça se trouve, j'ai côtoyé le diable, entre guillemets, enfin vraiment une personne capable de tuer volontairement. Et c'est assez déroutant. Donc vraiment, je ressens de la colère, de l'injustice, et de l'injustice notamment par le fait que on apprend, pareil, dans les journaux, dans les médias, que finalement l'homme en question aurait fait plusieurs repérages sur la prom avec son camion, et que de base, sur la prom, on ne peut pas circuler avec un camion de 19 tonnes. Et du coup, dans ma tête, je me dis, mais c'est pas juste. Peut-être que ça aurait pu être évité. Peut-être que s'il y avait eu davantage de policiers ce soir-là, peut-être que ça aurait pu être autrement et que les gens auraient pu continuer les festivités comme chaque année. J'aurais presque préféré mourir à la place d'autres personnes parce que je comprends pas pourquoi moi je suis encore en vie alors que d'autres qui n'ont rien demandé non plus ne le sont pas. Et les jours d'après, c'est vraiment difficile d'être seule chez moi. Le silence vraiment m'angoisse. J'ai un sentiment d'anxiété permanent. J'arrive vraiment pas à être seule. Donc, on se voit beaucoup avec Justine et Julien. On va beaucoup à la rivière, dans l'arrière-pays, pour éviter le bruit, finalement, des plages qui sont bondées de monde. Enfin, vraiment, on évite ces endroits-là touristiques, très chauds et blindés, pour aller dans des endroits beaucoup plus au calme. On a vraiment besoin de se retrouver tous les trois parce que je crois qu'il y a que nous qui puissions nous comprendre comme ça. Certains de notre entourage saisissent pas trop pourquoi est-ce qu'on a ce besoin-là, mais finalement, on les laisse dire et nous, on préfère vraiment se retrouver entre nous. En dehors de se retrouver tous les trois, j'essaye quand même très vite de reprendre une vie normale, dont je continue de sortir, notamment en soirée salsa. Et ça, c'est très difficile parce que le bruit des pas des danseurs me terrifie parce qu'il me rappelle finalement le bruit des pas que les gens faisaient en courant pour se mettre à l'abri lors de l'attaque. Donc il y a vraiment quelque chose qui fusionne mal entre la réalité et le souvenir. Et ça, c'est vraiment très compliqué. Et les jours d'après, malgré cet état-là de confusion, je passe un entretien d'embauche pour un poste de psychologue. Et j'y vais en me blindant, en me disant « Allez, je suis forte, je peux y arriver ». La personne qui me reçoit a elle-même vécu l'attentat, comme beaucoup de personnes à Nice, et me parle d'une collègue qui a été touchée de près. Et, finalement, l'entretien ne se passe pas du tout comme un entretien d'embauche. On me parle de l'attentat et j'essaye vraiment d'être forte, de ne pas pleurer, etc. Et l'entretien est écourté et je suis finalement pas retenue. Je pense que j'ai trop d'angoisse et d'émotions. Je suis pas prête du tout à travailler à ce moment-là. On décide avec Julien d'assister à la commémoration. Justine n'ose pas venir avec nous, elle est trop dans l'émotion et elle n'ose pas du tout remettre les pieds sur la prom. Donc on va à la commémoration avec d'autres amis qui veulent nous soutenir et il y a tellement de monde, ça en est choquant en fait de se dire que toutes ces personnes-là sont concernées, sont émues par ce qui se passe et ça rend la minute de silence d'autant plus belle et très forte parce que quand on voit le monde, ça reste vraiment impressionnant et c'est super émouvant. Je pleure, enfin clairement de voir tout le monde, c'est vraiment bouleversant. La prom n'est pas encore rouverte à la circulation les jours qui suivent. On décide quand même de s'y rendre pour marcher dessus, voir un petit peu ce qui se passe. Il y a quand même beaucoup de piétons qui sont là, qui se promènent. Et je suis choquée de voir des gens qui font du roller ou du vélo, à se promener avec leurs enfants entre les taches de sang, les bouquets de fleurs, les peluches par terre. Enfin, il y a vraiment, ce sont vraiment deux mondes qui se côtoient. Le monde morbide en lien avec l'attentat et le monde de la vie qui reprend. Je suis choquée de voir une femme qui prend en photo son enfant assis à côté d'une tache de sang. Alors je dis ça sans juger, mais ça m'interroge. Je me demande, mais pourquoi elle fait ça ? Est-ce que c'est parce que c'est là qu'est mort quelqu'un qu'elle connaissait ? Enfin, vraiment dans ma tête, il y a plein d'hypothèses, mais je me dis que c'est vraiment glauque et que c'est vraiment une ambiance bizarre. Enfin, moi, j'ai pas idée de sortir mon téléphone et de filmer ce qui se passe. Je suis plutôt
touchée et vraiment émue de voir toutes ces marques à terre qui symbolisent le nombre de personnes mortes. La promenade des Anglais rouvre quelques jours après à la circulation et moi je reprends très vite mon rythme de courir, de faire mon sport sur la prom. Donc je parcours les kilomètres de la promenade des Anglais et à chaque fois je vois des taches au sol, je suis vraiment émue et j'ai à chaque fois des larmes qui coulent sur les joues que j'arrive pas du tout à retenir parce que tous les 100, 200 ou 300 mètres se trouve un bouquet de fleurs, une peluche, une tache de sang qui à chaque fois fait écho à l'attaque. Et c'est quelque chose qui est très émouvant, qui vraiment me touche et me fait réaliser que j'ai la chance d'être en vie, j'ai la chance de courir, contrairement à certains qui n'ont pas survécu et qui n'ont pas eu cette chance-là. Et dans cette réflexion, je me dis aussi que je vais courir pour eux et que je vais me réinscrire au semi-marathon. Et c'est ce que je fais. Il y a une association des victimes qui s'est constituée peu de temps après, qui avait fait des brassards. Et je prends donc un brassard pour la course, pour le semi-marathon. Et je le porte tout le long du parcours, non sans émotion. J'ai ça en tête à chaque pas que je fais. J'ai le brassard avec le nom des victimes et je cours pour elles, quoi, vraiment avec ce sentiment d'être en vie et ce sentiment malgré tout d'injustice et de culpabilité presque d'être en vie. Néanmoins, je me dis quand même que j'ai des capacités de résilience relativement fortes parce que je suis quand même capable de retourner sur la prom, de reprendre une vie plus ou moins normale malgré ce qui s'est passé. Et du coup, même si je connais les tenants, les aboutissants de ces théories de la culpabilité, de la résilience, etc., je reste humaine et marquée malgré tout par ces sentiments-là. Mais de reprendre une vie normale, ça aide. J'ai réalisé à ce moment-là qu'on n'a qu'une vie et c'est ce qui me permet finalement de me remotiver à réaliser et concrétiser mes rêves et donc de faire des démarches pour partir à La Réunion, pour aller y vivre. Et c'est ce que je fais et ça fonctionne 1 an après. En partant là-bas, je me dis que c'est pour moi une chance de vivre un rêve, contrairement encore une fois à ces victimes. Donc vraiment, je le fais avec cette conscience-là, que c'est une chance qui m'est donnée et qu'il faut vraiment la saisir parce qu'on a une vie, qu'une seule vie, et que finalement, je peux mourir demain. Et au final, c'est cette force que je tire des attentats. C'est cette capacité à se dire, demain, tout peut s'arrêter, donc fonce et fais ce que tu as à faire. C'était un rêve que j'avais depuis vraiment longtemps, depuis la fin de mes études de psycho, et je dirais même depuis toute petite, puisque déjà gamine, j'avais envie de vivre sur une île au soleil, donc c'est vraiment quelque chose qui était pour moi presque viscéral. Et aujourd'hui, j'aime bien me dire, en tout cas, je me conforte avec cette idée de me dire que cet attentat, aussi tragique il a pu être, il m'a donné cette force de concrétiser ce projet. J'ai toujours une pensée très émue pour les victimes. Il y a sur la prom un seul endroit qu'il reste avec une photo et un bouquet de fleurs. Et c'est ni plus ni moins que sur le palmier à côté duquel on était le soir de l'attaque. C'est quelque chose du coup qui est frappant quand je retourne sur place. En fin de compte, je me dis c'est là où on était, c'est là où on a survécu, c'est fort, quoi. C'est fort de voir que c'est maintenant le seul palmier de la prom qui a un bouquet de fleurs encore accroché à son tronc d'arbre. Je suis vraiment reconnaissante de savoir que mes amis vont bien. On a vraiment gardé un lien très fort. On ne s'appelle pas systématiquement, même tout rarement, j'ai envie de dire. Mais on essaie de se retrouver chaque année quand je rentre à Métropole à Nice. Et c'est fort à chaque fois nos retrouvailles. Même si elles ne durent pas longtemps, on a vraiment un lien qui nous unira à jamais. Et finalement, cette amitié, elle est consolidée par tout ça. Julien et Justine ne se connaissaient pas trop au départ, mais aujourd'hui, on est devenus, entre guillemets, inséparables. Alors même si on habite un peu chacun à l'autre bout du monde, on est inséparables par la pensée et notre lien du cœur. Et juste après l'attentat, j'ai fait des bracelets brésiliens que j'ai tissés. Alors encore une fois, c'est un petit côté enfantin, mais je pense que c'est ça dont j'avais besoin, de garder un petit peu un esprit d'insouciance et d'innocence. Je ne sais pas si eux le portent toujours. Le mien est cassé, mais je le garde en souvenir dans ma boîte à bijoux et je pense que je le garderai éternellement.
Vous venez d'écouter Transfert, épisode 162, un témoignage recueilli par Laura Taouchanoff. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Prise de son, Vincent Pellegrino. Montage, Guillaume Assal. Réalisation, Aurélie Rodriguez. Musique, Arnaud Denzler. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.